Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un acteur français qui cartonne à Hollywood. Vous l'avez peut-être vu dans La Haine, c'est le film qui l'a fait connaître. Et ensuite, ça a été l'enchaînement pour lui. Il a tourné dans la série Lost, par exemple, puis dans le long métrage américain G.I. et plus récemment dans la série Touch. Il s'appelle Saïd Taghmaoui, c'est un franco-marocain. Il est du 9-3, comme on dit, et aujourd'hui il nous a donné rendez-vous dans un tout petit théâtre du 11e arrondissement de Paris, où il fait ce qu'on appelle une masterclass, c'est-à-dire qu'il va transmettre son art à de jeunes comédiens français. Bon, d'abord, bonjour à tous. Bonjour Saïd. Ça va? Merci à vous d'être là. Je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard parce que je suis très mauvais avec du moins, je viens d'arriver de Los Angeles et je suis complètement à l'envers à cause du décalage. Je suis content que vous soyez tous là. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer d'échanger entre nous. Et j'ai appris, moi, avec le temps, que quand ça fonctionnait bien et quand on avait un peu appris quelques trucs en chemin, c'était bien de le partager avec les gens. Vas-y. Du coup, comment c'était venu l'idée d'être acteur? Ça a été quoi, une rencontre? T'as pas le choix. C'est quelque chose qui est en toi. Au début, c'est pas très définissable, c'est pas tout de suite acting, ça prend d'autres formes. Ça prend la peinture, moi j'ai commencé dans le graffiti, après la boxe, après... Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc en toi, que quand tu acceptes de dealer avec, quand tu acceptes de confronter tes démons dans la vie, alors tu vas accepter de dealer avec ton stress. Pour de vrai. Et c'est pas une mince affaire. Donc toi, ça a été ton issue de secours, quoi. Ça a été Moi, ça a été l'oxygène. Ça a été... ouais, comme une psychanalyse, quoi. D'abord, j'ai beaucoup de chance. Regardez-moi bien, tout autant qu'on est, j'ai beaucoup de chance d'être là, d'avoir réussi à m'extirper de ma condition sociale, déjà, pour commencer. Ça commence d'abord socialement. Parce que moi, je suis venu d'une famille très pauvre, de banlieue parisienne, d'Aulnay-sous-Bois, dans une cité qui s'appelle les 3000, qui est une cité très dure, qui n'a pas une cité, qui est un département carrément très dur, où les lois de survie ne sont pas les mêmes, où les chances de réussite ne sont pas les mêmes, où les destins, malheureusement, ne sont pas les mêmes, quoi. C'est un terreau de difficulté, quoi, d'adversité permanente. Et donc ça te module, ça te forme aussi. Au bout d'un moment, à force de taper dessus, etc., tu prends la forme, quoi. Que tu le veuilles ou non, puisque tu es là, dans ce truc-là, à force de te dire que tu es une merde, tu finis par croire que tu es une merde. Tu sais, c'est quoi le vrai secret? C'est bien sûr le travail. Le travail. Et encore le travail. Après, il y a la culture. La culture m'a vraiment sauvé. Entre guillemets, alors je sais pas ce que ça veut dire sauver, mais en tout cas, ça m'a trouvé. Parce que les 3/4 des gens, ils sont perdus, ils savent pas en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas la force ou ils n'ont pas la volonté, ou c'est hagard. Et il y a des gens que ça arrange très bien que les gens restent hagards comme ça. La vraie connaissance, elle est dans la culture, quoi. Elle est dans l'échange, quoi. Et c'est là, après, peu importe ta condition sociale, que tu sois très riche ou très pauvre, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. Tu es très riche quand tu es cultivé, en fait. Tu es très armé quand tu sais. Peu importe le niveau de ton compte en banque, on s'en fout de ça. Et à partir de là, tu prends une passion, et puis cette passion va transcender tout. Et tu vas commencer à lire des bouquins que tu lisais pas avant, tu vas rencontrer des gens que tu rencontrais pas avant, tu vas littéralement te moduler, quoi. Tu vas devenir une autre personne. C'est un parcours initiatique, très long. Quand tu étais sûr de vouloir faire ça, etc. Donc t'as dû en parler à tes parents, ouais, papa ou maman, je vais faire du cinéma et tout. Non. Non, jamais. Non. Jamais. Il vient pas du bon, même truc, il n'y a pas maman, papa, nous, c'est pas comme ça chez moi. Non, mais je sais bien, non, mais pas faire... Malheureusement, c'est pas comme ça chez moi. Il y a un jeune qui vient de mon quartier, là, qui s'appelle Olivier, et j'aurais aimé que ce soit maman, papa, frère. Si tu savais. C'est moi qui ouvre le courrier de mes parents et qui leur lis. Mes parents, ils parlent pas le français. Tu vois, donc c'est pas pareil. C'est autre chose. Puis mes parents sont très âgés. Je suis venu arriver très tard, moi. Donc c'est pas pareil. Qui c'est qui voulait poser une question? Toi.
Est-ce que tu conseillerais à des jeunes comédiens comme nous d'essayer de tenter leur chance aux États-Unis, sachant que pour toi, apparemment, tu as galéré, déjà que tu as eu un gros succès avec La Haine? J'aurais envie de te dire, fais ce que tu ressens. Fais ce que tu sens qui est bon pour toi. Ce qui était bon pour moi n'est pas automatiquement bon pour toi. Je peux te parler de mon expérience comme je suis en train de le dire là, mais on n'aura pas les mêmes parcours. L'Amérique, ça n'a pas été une galère tant que ça pour moi. J'ai vraiment réussi à faire aux États-Unis en 7-8 ans ce que je n'aurais jamais pu faire en une vie ici. Donc je ne peux pas appeler ça de la galère. Parce que je suis encore très très jeune. Et je vis de mon métier, et puis j'ai plein de projets, et que je travaille beaucoup. Par rapport à ce que tu disais, j'ai lu une interview, tu disais que tu prenais des cours du soir à tout en face. Ah oui, 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 non, bah, bien sûr. Bah, bien sûr, il faut, à un moment donné, que tu vas te donner le... Mais non, mais attends, tu vas pas y aller en tapis volant non plus. Avec la princesse et tout ça, non? Donc tu vas en économique, dans un avion petit comme ça, tu serres un peu les fesses, et tu vas en mode humilité, et tu vas pour apprendre. Donc, et puis d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que tu vas tirer le meilleur de toi. Parce que si tu y allais dans trop de confort, c'est pas bon non plus, il faut avoir faim quand même. Puis c'est un peu de l'abnégation, c'est un peu de la confrontation. Il y a de la douleur dans tout ça, c'est pas genre j'y vais sur un pied avec une corde et en même temps j'ai 2 assistants avec qui portent le café. Non, 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 tu y vas en disant t'incantes les dieux, non, pour que ça se passe bien pour toi. Donc, et puis tu travailles dur. Alors après, il y a aussi la réalité, il faut manger le soir, il faut dormir. Donc oui, tu vas bosser dans un restaurant, mais tout ça c'est pas grave, c'est pas important quand tu es tellement passionné par ce que tu fais que tu vois plus les coups. C'est comme dans le sport. T'aimes tellement ce que tu fais que tu vois plus, tu comptes plus. Tu sais, il y a ce truc qui dit quand on aime, on compte pas. Et bien véritablement, ce métier, quand il vous attrape, alors ça devient vraiment terrible. Parce que c'est ton amant, c'est ta maîtresse, c'est tout, tu fais tout avec ça. Et t'en as plus rien à foutre de tout à part que cela. Donc tu comptes pas les obstacles. Les obstacles, dès que tu les as passés, tu te rends plus fort, tu es plus grand et tu grandis et tu avances. Et puis, dès que tu en as passé un, tu vises l'autre. Donc tout ce qui est à côté, c'est pas important. Si tu n'as pas ce drive dans ce que tu fais, si... Regarde, moi je viens de la boxe, non? J'ai vraiment fait de la boxe très très sérieusement et pendant très longtemps à un certain niveau. Et je voulais vraiment devenir champion du monde. Donc je commençais à vraiment me mettre dans ce truc-là. Donc il faut s'isoler de la réalité de la vie. Il faut manger boxe, il faut dormir boxe, il faut aller aux toilettes boxe, il faut faire que de la boxe tout le temps. Donc tu te coupes, tu te mets dans une espèce de bulle. Mais c'est la seule façon pour toi, c'est tellement une abnégation incroyable que c'est la seule façon, c'est de te projeter, de te concentrer que sur cela. C'est pareil pour l'acting. Si tu arrives à te décentrer comme ça et à te canaliser sur quelque chose et à te dire je veux ce but-là, alors tu vas y arriver. Mais dans la boxe, il y a quelque chose de très particulier, c'est que tu perds pas que des points, tu prends des coups. Donc la punition, elle est directe. Donc ça fait très très mal à ton ego, à ta personne. Il y a un rapport très intense avec toi-même. On ne peut plus tricher. Et c'est ce que tu recherches dans ce métier. C'est être capable de ne plus tricher. Où tout le contour est que tricherie. Et c'est cette vérité-là qu'il faut que tu trouves en toi. Quand tu l'auras, canalisée, maîtrisée est un mot un peu fort, alors tu pourras commencer à la partager avec le reste du monde. Et la seule façon de l'obtenir, c'est ce que mon entraîneur me disait, tu sais, tu n'arriveras jamais dans ce métier, vous n'arriverez jamais dans ce métier. La seule condition qui fait que vous allez pouvoir y arriver, je vais vous donner une métaphore. C'est, vous avez vu, vous avez tous été une fois en dessous de l'eau, la tête sous l'eau, non? Et on vous maintient sous l'eau. Imaginez qu'on vous maintient sous l'eau, ok? Et que la seule chose que vous ayez envie, c'est respirer. Et toutes vos forces, vous essayez de remonter, mais ces personnes vous maintiennent vraiment sous l'eau. Et ben voilà, tu vois, cette envie de remonter pour prendre l'oxygène, c'est cette envie qu'il faut que tu aies de faire ce métier. Si tu n'as pas envie de réussir comme tu as envie de respirer, alors bonne chance. T'as vu, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Donc... T'as vraiment appris l'anglais avant de partir? Non, je parlais pas anglais quand je suis parti. Il y avait un côté un peu taré quand même, hein. Il fallait être un peu inconscient quand même, il fallait se jeter dans le combat comme un valeureux combattant, non? Donc
Donc il faut du courage et il faut aussi un peu de folie. Ouais. Je t'en prie, toi. J'avais vu une émission de toi chez Ardisson quelques années après La Haine, où il revenait sur le succès de La Haine. Et honnêtement, j'ai senti que j'étais vachement mal à l'aise par rapport aux questions qu'il posait, parce qu'il remettait en cause un peu ton côté maghrébin en disant pourquoi vous êtes parti aux États-Unis, c'est parce que j'ai pas de place ici. Et je voudrais savoir quelle est la différence de mentalité par rapport au cinéma américain et français à l'heure actuelle, en général, et surtout à ce niveau-là. Oh là là, c'est un grand débat ça, mon Dieu. C'est une histoire d'amour tout ça. C'est l'histoire de la colonisation et le rapport viscéral qu'on a pu avoir avec les communautés, les Français pluriels, non? Comme on dit, l'arc-en-ciel, l'égalité des chances. Tadam! Aïe aïe aïe, c'est un débat. J'en ai fait un film, non? La Haine. Moi, je vais te dire la raison pour laquelle je suis parti. J'ai compris très vite que on avait essayé beaucoup de choses en France. On a repeint les bâtiments des quartiers populaires, on a essayé de faire des quotas, on a mis des imposteurs pour nous représenter, et on voit que tout ça, c'est une espèce de manipulation, et que tu as des milliers de personnes qui vivent ça, eux, au quotidien, pour de vrai. C'est des destins brisés incroyables, et pour des élections, pour des voix, enfin, on est quand même les dindons de la farce. C'est vraiment ça, la définition. C'est une mascarade, tout ça. Ou alors tu participes à la mascarade et tu prends ta part du gâteau. Et tu sais, c'est la fameuse expression, c'est baisser ton pantalon, renier tes convictions. Parce que en fait, pourquoi c'est important de garder ses convictions? Quand tu te construis avec certaines convictions, tu n'as pas envie de trahir ce qui t'a amené jusque-là. La force qui t'a donné, cette force qui est venue te porter à un moment donné parce que tu étais fâché contre ça, ou alors tu étais pour ça. Tu ne peux pas renier ton ADN. Si tu renies ton ADN, tu te renies toi-même. Comment tu vas faire pour te regarder dans un miroir? Comment tu vas faire pour aller te coucher? Comment tu vas faire pour te lever un moment? Comment tu vas construire la société? Comment tu vas participer à la société, honnêtement? Mais voilà, et moi j'ai pas pu dealer avec ça, et j'avais du mal à être corruptible, tout ça, j'avais du mal à mettre de l'eau dans le vin que je ne bois pas. On a essayé beaucoup de choses en banlieue, mais on n'a pas essayé l'amour. Jamais. Mais est-ce que tu as fait le choix de partir vers Hollywood? Est-ce que tu trouves que là-bas, si ici les convictions, c'était difficile de les conjuguer avec le fait de travailler ici, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu trouver là-bas, sachant que de l'image qu'on en a, c'est quand même l'un des systèmes les plus pragmatiques qui soit, si je peux utiliser ce terme-là, justement hyper éloigné de toute idée de conviction et autres. Enfin, c'est l'image qu'on a, hein, donc du coup je pose la question. Si tu décides de faire la guerre et de t'engager, tu es un valeureux soldat, corps et âme. Tu cherches une bataille où tu vas pouvoir être le plus utile possible. Quand tu vois que la bataille qu'on te proposait ici, elle est biaisée, elle n'existe pas en fait. C'est comme pisser dans un violon. C'est une fausse bataille que tu mènes. Mais les efforts que tu vas fournir, ce sont de vrais efforts. Alors tu te dis, autant aller quelque part où officiellement, c'est la bataille. C'est tout le monde pareil, et c'est le meilleur qui l'emporte. Ça change toute la donne. Parce que là, tu as une vraie chance. Tandis que là, les dés sont bipés. C'est truqué. Et ça fait 300 ans qu'on fait partie intégrante de la vie sociale, politique et économique du pays. Et je parle ici de tous les Français d'origine immigrée qui composent la France d'aujourd'hui. C'est quand même hallucinant qu'on n'arrive pas à se servir des forces vives françaises, qu'on n'arrive pas à construire le nous, au pluriel, nous. Toi, moi, elle, lui, ensemble, pareil. L'arc-en-ciel. On préfère un rouge vif à un arc-en-ciel, mais il faut être débile de préférer une couleur unique à un florilège de couleurs. Et si tu peux mettre 3 cordes à ton arc, il faut être débile d'en garder qu'une. On aurait tellement plus de choix, plus d'opportunités, et qui dit plus de talent, et plus d'amour, non, plus de force. Mais quand on marche dans la rue, en plus, on le voit. Donc il est temps maintenant de lâcher prise et de commencer vraiment à s'aimer, quoi. Alors ça paraît un peu angélique quand on dit ça comme cela. Mais voilà, du coup, moi je suis parti de l'autre côté parce que j'étais pas, en plus,
je démarre avec un film quand même qui est quand même hyper significatif. La haine, c'est un film quand même ancré dans sa réalité sociale. On le fait honnêtement. On triche pas. On essaie d'être au plus près du sujet. On n'est pas dans la séduction. On essaie d'avoir l'impact d'une balle presque. Pour que justement ça marque les esprits, ça choque et on dit bon, ça y est, la fête est finie et quand est-ce qu'on va essayer de se regarder un peu. Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui a une conscience un peu politique, une conscience de la société, de la cité dans laquelle il vit, etc. Parce que c'est lui qui va devoir retranscrire tout cela. Et c'est dans nos yeux, dans vos yeux, que les citoyens vont se retrouver quand vous allez faire un film où vous allez défendre une injustice, ou alors vous allez faire une pièce de théâtre. Et ben, cette rage-là, tu la mets à ce moment-là. Pour ça, il faut être conscient de ce qui se passe. Un artiste, c'est quelqu'un qui est en phase avec la société. Puisque un bon film ou une bonne pièce de théâtre, c'est que le miroir de la société, indirectement. Voilà. Donc tout ça, c'est super compliqué, mais en Amérique, c'est une industrie, pour te la faire très très courte. Les États-Unis est une industrie cinématographique. Industrie cinématographique, comme l'industrie de l'automobile en France. Donc, il y a moins d'émotions, il y a moins de copinage. Là-bas, le talent véritable, c'est la valeur marchande. Si tu as vraiment envie là-bas, c'est moins humain qu'en France, c'est moins sensible qu'en France, c'est plus méthodique, il faut une carapace un peu plus, il faut être un peu plus dur, mais quand tu veux faire quelque chose, tu vas avoir ta chance de pouvoir le faire, de le montrer en tout cas. Regarde-moi, je viens de banlieue parisienne, je suis d'origine maghrébine, marocaine, j'ai tout contre moi. Tout contre moi. Et j'arrive à faire des rôles de super-héros en Amérique. Je fais G.I. Joe. On est 4 G.I. Joe, je suis un mec qui va sauver l'humanité avec des pouvoirs et tout. Nous on est des miraculés, tu sais, c'est de l'ordre du miracle. Mais écoute-moi bien, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. C'est du miracle, comme à Lourdes. Tout ça pour vous dire que ce métier commence par l'honnêteté. Le succès, c'est pas bon. C'est pas un truc qu'il faut prendre au sérieux. Il existe parce que ça te permet de faire d'autres films. C'est un truc que tu vois et tu quantifies, mais n'y crois pas. Le succès, c'est un truc auquel il ne faut surtout pas prêter attention. Il faut prêter attention à ce que tu fais, à comment tu le vis, et le degré d'honnêteté que tu vas mettre dedans. Parce qu'en fait, tu t'aperçois très vite que ça ne se passe pas entre toi et les autres. Ça se passe entre toi et toi. Et voilà comment on fait ce métier. Voilà, je peux partir. Non, mais voilà comment en tout cas on aborde, comment moi en tout cas j'aborde les choses, quoi. Et j'espère que ce que j'ai fait moi, ce que j'ai accompli, va permettre à d'autres de pouvoir le faire aussi. C'est ça le transfert. J'ai répété. Merci, Céline. Merci. Merci à vous. Le coup de pied au cul qui te fait sortir de ce destin tracé, est-ce que tu en connais le moteur? L'amour-propre. Le respect de ce que j'ai reçu en éducation de mes parents. Et puis une compassion pour la vie. C'est-à-dire? C'est-à-dire de me dire que on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on nous propose. Qu'à un moment donné, on s'aperçoit vite qu'on ne va pas avoir cette espèce d'opportunité pour pouvoir le montrer. Alors tu commences à t'ouvrir vers l'international, quoi. Tu essaies d'aller voir ailleurs. Parce que tu vis ta vie maintenant. Le train passe, et quand le train il passe, il faut attendre l'autre. Donc ton départ pour les États-Unis, il est presque politique. D'un air de dire la France, j'aurais pas la patience d'attendre. Mon départ pour les États-Unis, il n'est que politique. Voilà. Et artistique, bien sûr. Mais politique. Mais il y a aussi une dimension politique. C'est la réflexion politique qui fait que je préserve mon artistique. De tes parents, qui n'écrivaient pas le français, qui étaient âgés, vous étiez 8, qui étaient pauvres, tu as quand même tiré ce qui a structuré ta vie. Parce qu'à un moment donné, tu rencontres, et je le répète encore une fois ici,
la culture et la culture. Alors avec un grand C. C'est les livres? C'est les livres, c'est les auteurs, c'est les philosophes. Mais tu les lis où? Comment qui t'amène vers les livres? Ben, moi, le premier livre qui m'a vraiment éveillé, alors que j'étais dans un endroit pas très lumineux à cette époque-là, et je suis tombé sur ce livre par hasard. Il y a 4 murs autour. Ouais, et ce livre-là. Olivier il rigole. Ce livre-là, c'était un livre par hasard à la bibliothèque là-bas, et tout seul, c'était un livre de Hermann Hesse qui s'appelait Siddhartha. Ouais. Voilà le premier vraiment livre qui m'a donné envie parce que moi j'ai pas été à l'école. Et l'école pour moi c'était réverbatif. Et le système scolaire me correspondait pas, j'arrivais pas à comprendre cette espèce d'apprendre par cœur tout ça et tout. Voilà, et celui-là on appelle un autre, voilà, et de là je tombe par hasard comme ça sur un bouquin alors que je ne lisais pas de livres. Ou alors avec beaucoup d'images quoi, il fallait qu'il y avait plein de photos quoi. Et là il n'y avait pas d'images du tout et je me rappelle l'avoir lu en une après-midi. Hermann Hesse. Et c'est un livre qui est assez symbolique parce que c'est l'histoire initiatique d'un jeune homme qui va passer partout dans sa vie. Tu sais, c'est aussi certains bouquins à certains moments de ta vie. Il y a des virages comme ça qu'on rate pas. Et là, c'était vraiment, j'ai envie de dire, la synthèse d'une vie, d'un parcours incroyable, spirituel, extraordinaire, qui est presque l'histoire de Bouddha, quoi, indirectement, quoi. Donc il passe par toutes les étapes de la vie, par la pauvreté, par la richesse, par la joie, par la tristesse. Et on voit, il te définit ce qui était important dans la vie. C'est quoi l'essentiel de la vie? Est-ce qu'il y a moins de stéréotypes concernant les Arabes, entre guillemets, aux États-Unis qu'en France? Oui, beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas la même histoire au niveau de la colonisation. D'abord, pour eux, les Arabes, ce sont des gens très riches. Ce sont des Qataris, des Saoudiens. Ils ne connaissent que ces Arabes-là. Parce qu'eux, ils ont eu les Mexicains, les Sud-Américains et puis ils les ont Blacks. leurs pauvres. Voilà, ils ont leurs pauvres à eux, ils ont leur histoire. Mais d'ailleurs aussi aujourd'hui, les Arabes ici sont en train de devenir un peu Qataris aussi. Hein, ça a changé un petit peu la donne. La qatarisation. Donc en fait, en Amérique, ils n'ont pas du tout l'image du Maghreb. Ils ont l'image des Arabes en tapis volant, 1001 nuits, dans les grandes maisons, dans les grandes rues. Donc être arabe en Amérique, ça a été presque un avantage extraordinaire. Ensuite, être arabe aux États-Unis, ça a été un avantage pour moi parce que j'ai pu interpréter les rôles de Mexicain, puisque mon physique, d'un coup, je peux devenir brésilien, pakistanais, mexicain. Enfin, et donc ça m'a ouvert énormément. Ça a été, en France, être arabe dans le cinéma a été un inconvénient, un désavantage, un handicap. Aux États-Unis, c'était devenu une qualité. D'accord. Un avantage. C'est ça m'a ouvert le champ à des choses dont je ne soupçonnais même pas l'envie et l'existence et la capacité de le faire. Mais c'est un long parcours tout cela. Hein. Il a fallu vraiment faire preuve de pugnacité, non, comme on dit en bon français. Et être à la hauteur de ses ambitions. Et vraiment, ça demande beaucoup d'abnégation et de travail. Ton allusion au bon français m'amène à un truc. T'es beaucoup plus français que je l'imaginais, c'est-à-dire que quand on t'écoute, tu sais tout de la France. On a l'impression que tu vis toujours ici. Ben, encore une fois, la France, ça me constitue, quoi. C'est la base de ma vie. C'est mes racines. On parlait tout à l'heure de racines. Et en plus, vous savez quoi, ce qui est le plus drôle, c'est là où je sens que je suis le plus français, c'est quand je suis à l'étranger. Parce que mes réflexes sont français. Mon accent est français. Le fait d'être à l'étranger, ça me ramène à mes valeurs françaises. C'est quoi mes valeurs françaises? C'est la culture culinaire, l'école, la structure de l'école, donc tous les auteurs, etc. Ma ville qui est Paris. Et que tu aimes? J'adore, j'aime pas. Ça a été très très difficile au début de partir. C'est pas facile, hein. Vous savez, mes parents ont été immigrés pour nous donner une vie meilleure et moi j'ai été obligé d'immigrer aussi de mon côté. Vous savez, dans une génération de famille, c'est assez violent quand même. Mais pour le meilleur, pas pour le pire, pour tirer les choses vers le haut. Aujourd'hui, tu es de nationalité américaine, française et marocaine. Je suis citoyen du monde. Oui, j'étais sûr que tu allais me dire ça. Et le ciel est mon toit. Voilà. Et toi, tu me dis que tu es profondément français. Oui. Mais c'est quoi alors? En dehors de la cuisine, en dehors de... En tout cas, c'est pas Depardieu qui déchire son passeport français. Et qui se barre en Russie en nous disant que c'est le plus beau pays du monde et le plus grand pays des droits de l'homme. Toi, tu le déchireras pas. Mais j'ai pas besoin de le déchirer, moi. J'ai pas besoin de déchirer mon passeport. Moi, j'aimerais la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Tu voudrais qu'elle t'aime? Moi, j'aimerais la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Il faut être deux pour s'aimer.
moi j'ai fait ma part, on fait notre part, puisqu'on est là et qu'on paye nos impôts et qu'on travaille et qu'on vit et qu'on représente la France indirectement. Moi j'aimerais bien que les Français te connaissent plus, parce que je ne te connaissais pas. Et très franchement, je trouverais dommage que les Français, le pays dans lequel tu as grandi, que ce pays ne te donne pas un très grand rôle qui compte dans ta filmographie autant que tes films américains. Voilà. Je suis pas agent. Hein. Non, mais il y a un côté Jean Valjean, ça me touche. Je veux bien jouer Cosette. Non, mais ça viendra si ça doit venir. Et puis je le réaliserai sûrement, ce film. Peut-être que mon destin est de le réaliser, plus que de l'attendre en fait. Moi, j'ai jamais vraiment beaucoup attendu. Hein. Oui. Ma carrière en est témoin. Donc, si j'avais vraiment envie de ça, je pense que... Tu sais, ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui, encore une fois, c'est de venir ici, dans une petite école, avec des petits acteurs, des petits... Eux, ils me connaissent. C'est ça qui est important. Mais là, je vais faire un autre film dans pas très longtemps. En tout cas, je suis content de t'avoir connu. Tu vois ?